En mai 1945, alors que la guerre en Europe touchait à sa fin, 6 prototypes d'un tout nouveau char britannique ont fait leur apparition sur le continent. Trop tard pour voir le combat, mais juste à temps pour laisser entrevoir ce qui aurait pu être, c'était le Centurion, rapide, puissant, bien blindé et fiable, tout ce que les équipages de chars britanniques avaient voulu depuis 1939. Il allait devenir l'un des chars les plus réussis de l'ère d'après-guerre. Mais pour les soldats de la Seconde Guerre mondiale, il est arrivé juste quelques semaines trop tard tout au long de la guerre. Les tankistes britanniques ont dû se contenter de machines qui étaient précipitées, sous-armées ou mécaniquement peu fiables dans de nombreux cas. Ils se sont heurtés à des Panthers et des Tigers allemands dans des véhicules qui n'étaient tout simplement pas à la hauteur. Le Centurion aurait pu changer cela. Alors pourquoi a-t-il fallu tant de temps à la Grande-Bretagne pour construire un char qui fonctionnait réellement? Voici l'histoire du Centurion, le meilleur char de la Grande-Bretagne, et comment il a manqué la guerre qu'il était censé combattre. La Grande-Bretagne a peu être inventé le char lors de la Première Guerre mondiale, mais au moment où la prochaine Grande Guerre a éclaté, elle avait pris beaucoup de retard. Les problèmes ont commencé durant les années entre les deux guerres, malgré le développement pionnier de la guerre de chars. La Grande-Bretagne a sous-investi dans le développement blindé et, plus important encore, n'a pas pu décider comment elle voulait que les chars se battent. Sans doctrine claire, elle n'avait pas d'idée précise du type de char à construire. Même alors que la guerre se profilait à la fin des années 1930, les planificateurs militaires britanniques hésitaient. La chose la plus proche d'une approche unifiée est venue en 1936 lorsqu'ils ont décidé de construire 3 types de chars. Chars légers, chars d'infanterie et chars de croisière. Les chars légers, comme le Vickers Mark VI, étaient trop faibles pour arrêter quoi que ce soit de plus lourd qu'une moto. Les chars d'infanterie, comme le Matilda, étaient conçus pour la guerre de tranchées. Mais la Seconde Guerre mondiale n'était pas une guerre de tranchées. Les chars de croisière étaient les plus tournés vers l'avenir, rapides, mobiles et destinés à exploiter les percées similaires aux chars de combat principaux que nous connaissons aujourd'hui, mais en pratique, aucun des 3 concepts n'a fonctionné. Comme prévu, le Covenant d'un char de croisière était un cauchemar mécanique. Il surchauffait constamment et il ne s'agissait pas seulement de blindage ou de mobilité. Les premiers canons de chars britanniques pouvaient tirer des obus perforants, mais pas des obus explosifs. Cela signifiait qu'ils pouvaient se mesurer aux chars ennemis parfois, mais étaient presque inutiles contre l'infanterie ou les positions d'artillerie. L'Afrique du Nord était l'endroit où les chars britanniques ont affronté leur test le plus difficile et leur plus profond échec. Première victoire contre les forces italiennes ont donné de l'espoir. Le Matilda II, avec son blindage collé, a bien résisté, et les chars de croisière ont excellé dans la guerre mobile du désert, mais l'arrivée du corps d'armée allemand en Afrique a rapidement exposé les faiblesses britanniques. Les canons allemands de 88 mm ont déchiré même le blindage le plus résistant. Les chars de croisière ont été massacrés dans des charges imprudentes contre des lignes de canons anti-chars, souvent sans soutien d'infanterie. Pire encore, les canons britanniques de 2 livres ne pouvaient pas tirer d'obus explosifs, les laissant impuissants contre des cibles molles et des équipages de canons tirant en mouvement. Comme l'exigeait la doctrine britannique, se sont révélés extrêmement imprécis. Les chars allemands, bien que pas drastiquement supérieurs, avaient de meilleures optiques, des agencements plus intelligents et étaient plus faciles à moderniser. En 1942, les Panzers étaient déjà équipés de canons longs de 50 mm et 75 mm. Le Crusader a finalement été armé d'un canon de 6 livres, mais cela a réduit l'équipage de la tourelle et n'a pas résolu ses problèmes de fiabilité. Pour aggraver les choses, l'urgence de la guerre signifiait que des conceptions défectueuses étaient souvent précipitées en production et maintenues en service longtemps après qu'elles étaient obsolètes. Il était clair qu'en 1943, la Grande-Bretagne avait besoin d'un nouveau départ. Après des revers répétés avec leur propre conception, la Grande-Bretagne s'est tournée vers les chars américains, d'abord le M3 Grant, puis le Me-4 Sherman. Leurs canons de 75 mm pouvaient s'attaquer à la fois aux chars et aux positions creusées, quelque chose que les chars britanniques avaient constamment échoué à faire malgré la préférence de l'état-major pour les chars de croisière. La production de chars d'infanterie a continué. Entre 1940 et 1942, plus de 8000 Matildas, Valentine et Churchills ont quitté les chaînes de production. Plus de la moitié de la production totale de Churchill, bien que obsolète par conception, s'est révélée étonnamment utile dans le terrain difficile de la Tunisie et est restée en service jusqu'à la fin de la guerre. L'Afrique du Nord a rendu une chose claire. La doctrine de conception et de production des chars britanniques avait besoin d'une refonte complète, tandis que la conception des chars britanniques était à la traîne, l'artillerie était une autre histoire. Dès 1941, des travaux ont commencé sur une nouvelle arme anti-char puissante pour remplacer le canon de 6 livres. Le résultat fut le canon de 10 à 7 livres, un canon de 3 pouces à haute vitesse, capable de percer même la plus épaisse armure allemande à des distances de bataille typiques.
précipité dans l'action en Tunisie en 1943. C'était la réponse de la Grande-Bretagne au redoutable char Tiger, mais il y avait un problème. Il était trop grand pour s'adapter à un char britannique existant. Le ministère de la Guerre a demandé qu'un nouveau char soit construit autour de celui-ci, ce qui a conduit à l'A-30 Challenger, un Cromwell allongé avec une énorme tourelle mais pour monter le canon lourd. L'armure devait être sacrifiée, le rendant plus vulnérable que le char qu'il était censé améliorer. Des retards ont entravé le développement et il a manqué le jour J, heureusement. Les ingénieurs britanniques ont trouvé une autre solution. En intégrant le canon de 10 à 7 livres dans un Sherman américain, c'était un ajustement serré, mais cela a fonctionné. Le résultat fut le Sherman Firefly, la modification de char britannique la plus marquante de la guerre. Le Firefly a enfin donné aux équipages britanniques le feu nécessaire pour affronter les Panthers et les Tigers, mais il n'y en avait jamais assez pour tout le monde, et étant basé sur le Sherman, il manquait encore de protection. En 1943, les concepteurs britanniques ont avancé avec une meilleure réponse, l'A-34 Comet, un successeur raffiné du Cromwell. Il montait le nouveau canon HV de 77 mm, une arme plus courte et plus compacte, avec des performances équivalentes à celles du canon de 10 à 7 livres, mais mieux adapté au char, il pouvait rivaliser avec le Panther tant en puissance de feu qu'en mobilité. Le développement a pris du temps et comme tant de conceptions britanniques, le Comet est arrivé tard, n'entrant en action que dans les derniers mois de la guerre, mais il a posé les bases de ce qui allait suivre le Centurion. En 1944, la conception des chars britanniques avait enfin mûri. Le département de conception des chars était devenu une force sérieuse et pour la première fois de la guerre, la Grande-Bretagne a cessé de produire des modèles obsolètes juste pour maintenir les chiffres. La production s'est concentrée sur un trio raffiné. Cromwell, Comet et Churchill, le nombre de fabricants a été réduit de 27 à seulement 11, grâce en partie à des importations continues de Shermans américains. Plus de 8000 sont arrivés en 1944 et 1945 à eux seuls. La fabrication s'est également améliorée. La Grande-Bretagne est passée de coques rivetées à des coques et tourelles soudées, ce qui a abouti à des chars plus légers, plus solides et plus fiables. Les jours des cauchemars mécaniques comme le Covenanter, le Cromwell et le Comet représentaient une nouvelle norme moderne mobile et bien plus digne de la bataille. Tandis que les défaites en Afrique du Nord ont forcé une réflexion à domicile, les ingénieurs britanniques ont été chargés de développer un nouveau type de char, un qui pourrait enfin combiner vitesse, puissance de feu et protection. En 1943, ils ont émis une exigence audacieuse. Un char capable de survivre à un coup d'un 88 allemand et riposter avec un effet mortel. Cette vision conduirait à la création du Centurion en 1943. Le directeur britannique de la conception de chars, dirigé par Sir Claude Gibb, a été chargé de créer un nouveau char lourd de croisière sous la désignation char de croisière A40 et 1. Les conceptions de croisière antérieures avaient sous-performé et avec le canon allemand de 88 mm prouvant mortel sur le champ de bataille. Le bureau de la guerre a considérablement révisé ses attentes. Le nouveau char devait être plus fiable, survivre aux impacts d'un canon de 88 mm et offrir une protection améliorée contre les mines. Au départ, les contraintes de conception limitaient le poids du char à 40 tonnes longues. Conformément aux remorques de transport existantes et aux capacités de pont Bailey, il devait également se conformer à l'écartement de chargement des chemins de fer britanniques, idéalement en restant sous 3 mètres 10 cm de large. Cependant, ces restrictions furent rapidement levées pour permettre un char plus, capable augmentant le poids à 45 tonnes longues pour accueillir un blindage plus lourd et une tourelle plus grande. Capable de monter un canon plus puissant, même si cela signifiait construire un nouvel équipement de transport. La vitesse n'était pas une priorité, mais la mobilité devait égaler celle du char Comet. Une vitesse de marche arrière rapide a été spécifiée sur la base d'une expérience durement acquise en Italie. Où les chars avaient été piégés dans des défilés étroits, la boîte de vitesse modifiée permettait un retrait rapide avec une vitesse de marche arrière comparable à la seconde. Heureusement, les Britanniques avaient déjà une arme puissante, le canon anti-char de 10 à 7 livres. Maintenant, ils avaient juste besoin d'un char digne de cela. En octobre 1943, le schéma officiel A41 a été publié. Il avait un blindage incliné et une protection rivalisant avec les chars d'infanterie les plus lourds, tout en offrant encore une meilleure mobilité que les conceptions de croisière antérieures. Un prototype maquette, construit par AEC Limited, a été inspecté en mai 1944. 20 pilotes modèles ont ensuite été commandés dans différentes configurations. 10 avec un canon de 10 à 7 livres et un canon Paulin de 20 mm 5 avec un canon de 10 à 7 livres et une mitrailleuse montée sur le châssis, et 5 avec un canon de 17 mm et une mitrailleuse montée sur le châssis
actionnés par le conducteur. En février 1944, 2 douzaines de prototypes ont été commandés auprès des usines, à Woolwich et Nottingham, mais avec les débarquements en Normandie approchant, la production a été retardée jusqu'en janvier 1945. Alors que les usines se concentraient sur les besoins de guerre existants, le premier prototype A41 a été présenté en avril 1945, portant fièrement le nom de Centurion. Les tests se sont bien déroulés, et en juillet, le char a été expédié en Belgique pour des essais prolongés. Le Centurion a impressionné lors des essais, conduisant l'armée à passer une commande de 800 chars, dont 100 étaient équipés du canon de 10 à 7 livres et d'une mitrailleuse coaxiale de 7,92 mm. Tandis que le reste a été amélioré avec le canon plus puissant de 20 livres, la production a commencé en novembre 1945. Et les premières unités sont entrées en service en février 1946. Alors que les tensions avec l'Union soviétique augmentaient, le Centurion a rapidement prouvé être le char le plus capable dans le service britannique. Reconnaissant son potentiel, la Grande-Bretagne a commandé une version améliorée avec un blindage plus épais et un canon plus puissant. Avec la guerre froide s'intensifiant, le Centurion a continué à évoluer. Il a reçu des moteurs améliorés, un stabilisateur de canon des viseurs infrarouges, des capacités de vision nocturne et même une mitrailleuse de calibre 50 pour le réglage. Tout cela pour le garder une longueur d'avance sur le champ de bataille moderne, bien qu'initialement. Conçu pour affronter les chars lourds allemands, le Centurion a vu son premier combat en novembre 1950, 5 ans après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque 3 escadrons Mark III ont été déployés en Corée, des hivers rigoureux et des rizières marécageuses ont mis à l'épreuve à la fois le char et l'équipage. Mais le Centurion a surpassé ses adversaires chinois, prouvant sa valeur au combat, après avoir été témoin des difficultés du modèle M48, en Corée, le Canada a choisi d'acheter 274 chars Centurion entre 1952 et 1953, élargissant plus tard sa flotte à 322. Comme beaucoup de conceptions d'après la Seconde Guerre mondiale, le Centurion a évolué en continu. Il a été produit en 13 variantes majeures, chacune adaptée pour répondre aux nouveaux besoins du champ de bataille. Au total, la Grande-Bretagne a construit 4423 Centurions pour elle-même, le Canada et 10 à 7 autres pays. Bien que la plupart aient servi de chars de combat principaux, les variantes comprenaient des véhicules de récupération blindés, des poseurs de pont et des canons automoteurs. Le Centurion est souvent salué comme le plus grand char britannique d'après-guerre. Mais de nombreux tankistes britanniques auraient probablement souhaité qu'il soit arrivé à temps pour la Seconde Guerre mondiale, et pas seulement après. Bien qu'il n'ait jamais affronté les super-tanks allemands comme le Tigre ou le Roi Tigre, le design du Centurion destiné à les contrer s'est avéré efficace pendant des décennies à venir. Les super-tanks allemands comme le Tigre ou le Roi Tigre, le design du Centurion destiné à les contrer s'est avéré efficace pendant des décennies à venir.